Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la saison 2 des interviews métiers d'Inside Gone. Pour ceux qui ont suivi la saison 1, on espère en tout cas de faire des interviews, on va dire, un peu plus régulièrement que ce qu'on faisait d'habitude, ou créer du contenu un peu plus exclusif aussi avec des invités toujours de qualité bien évidemment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hugo Ternès, je suis copropriétaire d'Inside Gone et du coup je suis ravi de faire cette interview tout simplement avec vous. Sans plus tarder, je vais présenter mon invité du soir, Cyrus Charlie. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Très sérieux cette intro. Un petit peu sérieux quand même, Ouais. mais voilà, je sais un tout petit peu de cadrer et tout, mais voilà. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation, ça Au fait plaisir. grandement plaisir. Ouais, ça fait longtemps qu'on en parle. Donc, Tout à fait, c'est ça. Donc merci d'avoir accepté et du coup on se connaît quand même un petit peu depuis avant, enfin sur les réseaux, on a pu un peu discuter en soi et nous en tout cas en tant qu'Inside Gone, on te suit de loin depuis la création et on adore un petit peu le contenu que tu crées aussi sur tes réseaux tout simplement. Et de faire cette interview avec toi aujourd'hui, c'est un réel plaisir. Et du coup, merci d'avoir accepté l'interview tout simplement. de rien, moi ça me fait plaisir de bosser avec vous parce qu'effectivement ça fait pas mal de temps qu'on se connaît. Ça fait longtemps que vous êtes actifs sur les réseaux, vous étiez même parmi les précurseurs avec OL+, de relayer tout ce qui se passait autour de l'OL, toutes les infos, à une époque du contenu vidéo aussi qui n'était pas forcément copyrighté on va dire. Mais c'est cool de faire ça ensemble parce que c'est bien d'avoir des gens dans la communauté qui travaillent comme ça aussi et qui font des contenus différents, quoi. Carrément. Et du coup, juste pour les personnes qui vont regarder cette interview, donc comme on l'a fait pour la première saison, tout simplement, l'interview sera en 3 parties. Donc une première partie où vous allez voir un petit bandeau qui va apparaître sur l'écran, où on va parler plus du parcours du coup de Charlie. La deuxième partie où on parlera un petit peu plus sur son métier qu'il fait aujourd'hui. Et la troisième partie sur, bien évidemment, ce qui nous intéresse le plus, l'Olympique Lyonnais, évidemment. Du coup, on passe à la première partie si tu le veux bien. Je vais te demander, pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup, de te présenter, de me donner ton prénom, ton nom si tu le veux aussi, ta profession actuelle et ce qui te passionne dans la vie, tout simplement. Je m'appelle Charlie Morisseau, j'ai 32 ans, bientôt 33. J'ai 2 activités parallèles. D'un côté, je suis streamer, c'est un peu l'image publique que certaines personnes connaissent autour de l'OL, et pas que, aussi sur le cyclisme. Et à côté de ça, je suis chef d'entreprise. J'ai fondé une agence, on en parlera un peu plus tard, qui s'appelle l'agence Brioche, qui fait du marketing assez classique, social media, influence, etc. etc. Est-ce que c'était quelque chose que, justement pour l'agence Brioche et la partie community management, parce qu'on va parler aussi un petit peu de ce que tu faisais avant, quel est ton parcours qui t'a amené jusqu'à là, en gros? C'est un parcours à la fois assez classique et un peu chaotique, dans le sens où je suis au lycée, je n'étais pas un mauvais élève, je n'étais pas trop mauvais en maths, je ne savais pas trop quoi faire, je me suis retrouvé en prépa. J'ai fait ES, donc j'étais en prépa HEC. J'ai pas eu HEC, hein, évidemment. J'ai fait donc une école de commerce derrière, c'était pas très intéressant. En parallèle de ça, j'ai toujours été intéressé par le monde du journalisme. Le monde du journalisme sportif. Mon idole quand j'étais gamin, c'était Grégoire Margoton. Enfin, je voulais être Grégoire Margoton, quoi, comme plein de gamins. Donc j'ai réussi quand même à mettre un pied dedans en parallèle de mes études. Je faisais des live textes chez RMC, des lives de match. Ça me payait une partie de mon loyer et mes courses. J'étais payé 50 balles pour faire un live text de Ligue 1 et 10 balles de ticket resto, c'était trop bien. J'en faisais 8 par mois, ça me payait mon loyer à Nantes. J'ai fait mes études à Nantes du coup. Et après avoir fini mon école de commerce, j'étais un peu dégoûté par tout ce qui était l'école de commerce, quoi. C'était un peu nul, hein, on va pas se mentir. Donc je suis parti en freelance dans tout ce qui était communication numérique, tout ce qui était social media, qui était émergent à l'époque, parce que j'ai été diplômé en 2015. Donc à l'époque, Internet, on commençait à comprendre qu'il y avait moyen de communiquer dessus, c'était encore récent. Donc j'ai été en freelance pendant 3 ans. J'ai bossé pour à la fois des trucs rédactionnels chez RMC ou pour Yahoo Sport, où j'ai créé des articles sur l'OL déjà, et pour diverses entités, notamment dans le cyclisme, avec l'équipe Groupama FDJ. Après, il y a eu un parcours un peu chaotique qui m'a d'abord fait comprendre que le journalisme sportif, j'allais pas réussir à manger à ma faim dans ce milieu-là. Donc j'ai découlé vers la com assez rapidement. Derrière, j'ai été CM du Tour de France. C'était mon job de rêve, ça s'est très mal passé. Ensuite, j'ai atterri chez Winamax pendant 3 ans et demi et je suis parti de Winamax après le Covid, fin 2021. À ce moment-là, je ne savais pas trop quoi faire. Twitch, ça commençait tout juste à marcher. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai un de mes amis de longue date, un ancien maître de stage qui s'appelle Mathieu,
qui au fil des discussions lui aussi venait de quitter son boulot et on a monté une agence derrière qui est aujourd'hui ce qui me fait vivre. Ok, Voilà. très bien. Bah, quand même un beau parcours quand même. Ouais, mais un parcours où ça n'a pas été dur. Hein. Je veux dire, j'ai pas cravaché. Enfin, si j'ai cravaché, mais ça n'a pas été l'enfer. Et j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu quand j'ai pas voulu faire un CDI de PowerPoint en sortant d'école. Mais j'ai essayé de faire les choses que j'aimais à peu près. Et ça m'a pas trop mal réussi pour le moment, donc pourvu que ça dure. Hein. Tu as parlé un petit peu du coup de ta passion, on va dire, pour le sport, bah, justement pour le foot et pour l'OL surtout. Comment tu es devenu fan de l'OL? J'ai eu la chance d'être bien né de ce côté-là. Enfin, pas bien né en l'occurrence parce que je suis né en région parisienne, mais mes parents ont déménagé à Lyon quand j'avais genre 6 mois. Et on est reparti de Lyon en 98, je crois, je sais plus. En tout cas dans ces eaux-là, donc j'ai passé les 6-7 premières années de ma vie à Lyon. Et j'ai gardé un lien assez fort avec la ville. J'ai découvert le foot à travers mon père, qui malheureusement n'est pas supporter du Bon Olympique. Donc c'est lui qui m'a sensibilisé au foot et j'aimais pas le foot quand j'étais petit, tout petit. J'aimais la F1 parce que mon père il regardait le foot puis il était très bruyant devant le foot. Il était bougon, il n'arrêtait pas de râler, puis c'est pas les grandes époques de Marseille en plus. Le moment où j'ai connu le foot c'était 94, 95, 96. Donc en fait par opposition un peu à mon père, j'aimais pas trop le foot. Et un jour il regardait le foot et il y avait un Lyon-Marseille en 96 et il y a eu 8-0. Et donc pour faire chier mon père, j'ai décidé que j'allais m'intéresser au foot et supporter l'Olympique Lyonnais, même si j'étais tout petit, donc j'avais pas un rapport hyper proche au club. Et derrière, comme je suis parti de Lyon pour aller en région parisienne, le fait de suivre l'OL et de devenir très proche de l'OL, très fort, enfin d'avoir un lien fort avec l'OL, ça m'a permis de me raccrocher à la ville, qui est ma première ville en fait. Et donc je suis un peu devenu fan de l'OL, comme pas mal de gens quand ils quittent Lyon, pour garder un lien à la ville et à ces racines-là. Et c'était vraiment ton premier souvenir avec l'OL, ce match-là en 96 de Lyon-Marseille? C'est un premier souvenir un peu flou parce que j'étais petit, j'avais 5 ans. Mais c'est plus un souvenir que me racontent mes parents, quoi. Ma mère qui me dit pour faire chier ton père, t'as décidé de dire allez l'OL, quoi. Puis après, au fil des années, j'ai eu 8, 9, 10 ans, Lyon a commencé à devenir fort. Enfin, ils étaient en montée en puissance. Et forcément, les années d'adolescence correspondent aux grandes années de l'OL. Donc c'est facile à ce moment-là de devenir fan de l'OL. Enfin, je veux dire, je serais né à Auxerre, ça aurait peut-être été plus compliqué. En l'occurrence non, puisqu'ils ont été doublés en 96. Mais j'aurais été né à Lorient, peut-être que je ne serais pas fan de l'OL. En tout cas, là, bon, c'était clairement une évidence. À partir du moment où je m'intéressais au foot, que je venais de Lyon et que l'équipe qui gagnait c'était Lyon, bon, c'est facile de devenir fan, quoi. Ceux qui sont fans et qui ont 20 ans aujourd'hui, je sais qu'il y en a là derrière les caméras. Bon courage à eux. Du coup, tu parles de ta partie de passion, on va dire, pour l'OL. Est-ce qu'il y a aussi d'autres clubs dans le monde qui te font plaisir à regarder aussi? Il y a des clubs que j'aime bien. Il n'y a aucun club qui me fait hurler ou lever de ma chaise. Il y a des clubs que j'apprécie de voir réussir, mais pas qui me font vibrer. Enfin, je pense que le rapport qu'on a à son club de cœur, c'est un truc qui est propre à chacun, mais qui est assez inexplicable. Il y a des clubs que j'aime beaucoup comme Sochaux, des clubs comme Caen ou Auxerre, qui sont des clubs historiques et qui dégagent une certaine forme de sympathie. Il y a des clubs avec lesquels je m'entends bien auprès des supporters, je n'explique pas pourquoi. Le Stade brestois, par exemple, alors c'est récent, hein, mais même avant, j'ai pas mal de potes à Brest qui font que j'aime bien l'environnement autour du club. À l'étranger, pas tant que ça. Il y a des clubs qui m'inspirent rien, genre par exemple vraiment, je sais pas, le Barça, le Bayern, Chelsea, je m'en fous. Il y a des clubs que j'apprécie pour leur volet historique, je ne sais pas, Manchester United ou Liverpool. Et le club, je pense, qui m'a le plus fait vibrer en dehors de l'OL, ça doit être paradoxalement le club de Southampton pour des raisons qui ne sont pas du tout valables, qui sont que quand j'étais en prépa, je jouais beaucoup trop au Football Manager et j'avais pris Southampton et je me suis lié d'affection pour ce club à l'époque où ils étaient en D3 puis ils sont montés en D2 en Première Ligue. Mais c'est pas des clubs qui, je veux dire, je vais pas cocher la case du match tous les week-ends, quoi. Tu commentes évidemment beaucoup l'actualité de l'Olympique Lyonnais sur X ou Twitter pour les gens vieux. Voilà, qui sont un peu nostalgiques, on va dire, du nom. Comment est-ce que tu as été amené justement à commenter l'actualité, on va dire, de l'Olympique Lyonnais? Honnêtement, c'est pas que je m'en souviens plus exactement, mais je me suis inscrit sur Twitter assez rapidement, assez tôt, par une amie qui m'a dit viens, c'est marrant, en 2010, donc ça date. À l'époque, il n'y avait personne sur Twitter, hein. Enfin, c'était une cour de récré, il y avait des journalistes et c'est à peu près tout. Et à ce moment-là, je tweetais vraiment n'importe quoi, hein. Mes tweets entre 2010 et 2014 n'existent plus parce qu'il y avait des sacrés cadavres de tweets en majuscule avec marqué caca à 2h du matin à 2 grammes. Enfin voilà, il y a eu un ménage de fait, mais en gros, je tweetais n'importe quoi de façon complètement compulsive d'ailleurs. Je parlais de l'OL parce que ça m'intéressait, je parlais de foot. Et au fur et à mesure que Twitter s'est développé et que c'est devenu de plus en plus fréquenté, il y a eu une communauté OL qui s'est développée.
Et comme j'étais parmi les premiers à y être, on va dire, c'est comme ça que la communauté a grandi. Et ce qui a vraiment fait souder les choses, c'est à mon sens à la fois les premières épopées européennes post-titre, c'est-à-dire les années Rémi Garde, où on va à la Juventus en Europa League et compagnie. Évidemment, l'époque où ça a vraiment commencé à être important, Twitter, pour l'OL, c'est à partir du moment où Jean-Michel Aulas a commencé à se mettre dessus et à y accorder de l'importance. On va peut-être en reparler après, mais à l'époque où il y a eu Genesio et le fameux Café du Commerce, ce fameux tweet sur le Café du Commerce, il y a une espèce d'opposition à la politique du club qui s'est construite sur Twitter autour de gens qui avaient pas mal d'abonnés. Ces gens-là, bah, ils sont un peu connus de la sphère, hein. C'est Sofiane, Feu et Difflek, c'est Zach, c'est John Rachid et d'autres. Et c'est à ce moment-là, à partir du moment où le club a mis la lumière sur Twitter, que bah, nous, forcément, par extension, ils nous ont un peu donné une carrière. Hein. C'est exagéré. Mais je pense vraiment que ça a basculé aux alentours de 2017-2018, avec l'époque Genesio, où on est parti dans des proportions un peu débiles, quoi. Évidemment, il y a plusieurs comptes sur X qui existent aujourd'hui pour commenter l'actualité de l'Olympique Lyonnais, que ce soit des personnes, des médias ou autres. Moi, je trouve que du coup, toi, tu t'inscris plus sur un ton qui est un peu plus décalé, du coup un peu plus, j'ai pas envie de dire humoristique, c'est plus du divertissement entre guillemets. Enfin, je sais pas exactement comment est-ce que toi tu... Moi, je suis pas un média. Moi. Voilà, toi t'es pas un média, toi t'es vraiment une personne, on va dire, qui je représente que moi-même. Voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, les trucs qui m'énervent le plus sur les réseaux, c'est ceux qui te disent contente-toi de parler de football. C'est ça. Mais du coup, toi, tu as un ton qui est quand même un petit peu plus décalé. Oui. J'ai l'impression. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, justement, c'est quelque chose que tu cherches à faire dans tes interventions, on va dire, d'après-match ou sur les lives que tu fais, tout simplement? C'est pas calculé, dans le sens où c'est la manière que j'ai de parler d'à peu près tout. Quand je parle de politique, je le fais avec ironie, avec humour, parce que je pense que c'est comme ça que je suis, tout simplement. Donc déjà, très tôt, la manière de traiter l'actualité de l'Olympique Lyonnais, même sous Rémi Garde et compagnie, c'était avec un côté peut-être ironique, décalé, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais parfois un peu acide, même si je pense que je me suis calmé avec les années. Mais c'est pas calculé, c'est pas parce que ça marche de faire comme ça, c'est juste parce que c'est ma manière de parler des choses. C'est d'être dans l'ironie et dans l'humour. Oui, d'être toi, voilà. Quoi. Ouais. Encore une fois, moi, je suis pas un média, j'ai pas vocation à aller traiter l'info. Moi, je l'ai toujours dit, l'objectivité, elle est limitée. On est des suiveurs du club, on a de l'émotion en nous. On peut essayer d'être objectif, mais on a toujours cette part de subjectivité. Et quand je fais les notes, je dis on note à l'émotion. Il y a des joueurs qu'on va saquer parce qu'on les aime pas, et il y a des joueurs qu'on aime et on va tendance à les surnoter ou à pas les saquer. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'inventer le théorème de Toko Ekambi, essayer de dire bon, si c'était Toko Ekambi, on lui mettrait combien et donc par essence, je pense pas que je puisse être objectif comme un média peut l'être. L'image, on va dire, de quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux aujourd'hui a beaucoup plus d'importance que ce que c'était avant. Quelle image est-ce que tu perçois de toi sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Je pense qu'elle a pas mal évolué au fil du temps, à cause de l'âge. C'est-à-dire que je pense que plus on avance dans l'âge, moins on ressent le besoin d'être clivant, je dirais. Aujourd'hui, l'image que j'ai, je sais pas, honnêtement. Il y a eu Est-ce que c'est des questions que tu te poses ou même pas? Moins. Avant, ouais, parce que la perception de soi-même, tout ça, on va pas faire une séance de psy, hein, mais maintenant ça va, je suis tranquille avec moi-même, donc je m'en fous un petit peu. Okay. Pas totalement, il y a quand même des choses qui sont parfois un peu chiantes ou alors très positives, hein, ça dépend. Mais je m'en préoccupe de moins en moins. Par contre, ce dont je me préoccupe, c'est l'impact que ça peut avoir sur des gens et sur des gens au club, quoi que ce soit. Ou c'est des choses où je me posais moins la question avant. Notamment à l'époque de Genesio, où c'était quand même assez, chahuté, hein, on va dire, l'époque. Et je me suis toujours refusé l'idée d'avoir un impact sur le comportement des gens. Et ça, je pense que j'avais tort. Et maintenant, j'essaye donc de faire attention à ce que je peux dire et de l'impact que ça peut avoir. Parce que je me suis rendu compte avec le temps que si, en vrai, ça avait un impact minime sur une sphère pas importante, mais quand même. Donc, c'est pas une question d'image. Les gens qui disent l'image, on s'en fout, c'est pas vrai. Tout le monde est toujours un peu intéressé par ce qui se dit sur soi, par les critiques. Oui. Par contre, il faut mesurer d'où elles viennent, si elles sont récurrentes. Et donc, je fais attention parce qu'il faut, mais c'est moins important aujourd'hui que ça l'était avant, ça c'est sûr. Et tu as déjà vécu justement des moments qui étaient plus difficiles, j'imagine, pour toi, en tout cas sur les réseaux? Ouais,
Ouais, il y a eu une période sur Twitter qui était violente pour moi. Aussi par mon comportement, parce que je devais être plus agressif, plus clivant, un peu con, tout simplement. Et il y a eu des périodes de littéralement harcèlement. Hein. Voilà, il y a eu une période, notamment en 2016, où il y avait beaucoup de critiques, beaucoup de haters, beaucoup de gens mauvais et profondément mauvais, en fait. Et comme je n'arrivais pas à passer vraiment au-dessus, je répondais, et ça alimentait une sphère, enfin, c'est la classique. Hein. Et je me souviens très bien, en 2016, d'avoir eu un moment donné où j'étais invité par Electronic Arts au stade pour jouer un match de FIFA. Je suis même pas payé pour ça, enfin voilà, j'étais juste content d'aller en bord pelouse. Et ça avait déclenché une vague de harcèlement sur Twitter avec des trucs qui étaient assez loin. Ça avait sorti des photos de ma petite sœur qui avait 17 ans à l'époque, des trucs affreux quoi. Ça s'est calmé avec le temps parce que maintenant, déjà, un, je bloque à tout va. Deux, je pense que je suis moins actif sur Twitter pour être actif sur d'autres réseaux qui sont à mon sens plus intéressants et plus posés. Mais ouais, il y a eu des moments sur les réseaux qui n'étaient pas forcément faciles à appréhender parce que bah, c'est toujours pareil, quand on est bien dans sa peau et quand on n'a pas de problème avec soi-même, c'est beaucoup plus facile de dismiss des mauvais messages. Alors que quand c'est des périodes un peu plus compliquées, de remise en question, de complexes, et qu'il y a des gens qui t'insultent, forcément c'est un peu plus difficile de ne pas prendre ça à cœur. Maintenant, je pense que j'ai de la distance par rapport à ça et c'est plus simple, ouais. Mais ouais, on est sur un réseau social, parce qu'à la base, moi j'ai quand même été sur Twitter pendant très longtemps, qui est mauvais de manière générale, qui encourage ces choses-là, où il y a le concours à celui qui va être le plus violent. J'ai pu y participer à une époque, sur notamment Bruno Genesio, qui lui-même l'a alimenté derrière. Maintenant, j'estime que c'est plus facile pour moi de gérer ça sur les autres réseaux. Tout simplement parce que sur Twitter, pour consommer un contenu que t'aimes pas, c'est une demi-seconde. Il suffit d'aller sur le profil de la personne que t'aimes pas, tu vas consommer ses contenus, tu vas pouvoir chier dessus. Alors que pour aller te taper une heure de live ou une vidéo YouTube de 3 quarts d'heure par pure haine, faut être investi quand même. Il y en a, hein, mais il y en a moins. Du coup, on va passer à la deuxième partie de l'interview. Du coup, tu es un des cofondateurs de l'agence Brioche. Du coup, ton agence, elle fait quoi concrètement aujourd'hui? Mon agence, elle fait du marketing numérique digital, pour prendre des termes de mec d'école de commerce, hein, puisqu'à un moment donné, faut assumer ce qu'on est. Au départ, j'avais pas prévu de lancer une agence. Moi, j'avais commencé en freelance, j'étais bien de continuer en freelance. Et il se trouve que j'ai beaucoup discuté avec un ami à moi qui faisait un peu autre chose et on s'est dit que ça pouvait marcher ensemble. Le constat de base, c'était qu'on avait tous les deux 10 ans de carrière, lui dans le marketing, moi dans la com, dans le social media. Et on avait un constat qui était que la plupart des entreprises, la plupart des boîtes avaient du mal à se moderniser sur leur manière de communiquer, y compris dans ce qu'on appelle le marketing d'influence, donc avec les créateurs de contenu, où les choses vont pas très vite. Et en tant que moi, de créateur de contenu et en même temps de quelqu'un qui a bossé en agence, on s'est dit il y a peut-être moyen de faire des choses un peu différentes, peut-être moins chères aussi, et d'avoir ce postulat de se dire on va tenter un truc. Le truc de base, c'est on est deux, on va tenter un truc. Et il se trouve que ça n'a pas trop mal marché, parce qu'aujourd'hui on est 7. Mais voilà, on fait de la gestion de réseaux sociaux, de la production de contenu, vidéo, graphisme, de la prod quoi. Et on fait tout ce qui est marketing d'influence, soit avec les entreprises, où on écoute ce qu'elles ont comme problématique et ensuite on va chercher des créateurs et des concepts, soit de l'accompagnement de créateurs. On accompagne quelques créateurs, notamment un qui s'appelle Goran le permaculteur, qui est à Romans-sur-Isère, qui est un petit fermier, qui a une ferme en permaculture. C'est trop bien ce qu'il fait, ce mec il fait Stardew Valley mais en vrai. Où on l'accompagne sur tous les trucs commerciaux, dans le développement de sa com, etc. etc. quoi. C'est vous qui démarchez pour avoir des contrats ou c'est un peu des deux On réceptionne, on fait les calls. En fait, on fait tout ce qu'il n'a pas envie de faire. C'est-à-dire, on va faire les calls sur Google Meet, on va faire la facturation, on va faire les beaux PowerPoints. Alors ça, c'est plutôt mon associé qui fait ça, parce que moi, je déteste ça, comme tout le monde normalement, sauf lui. On fait du démarchage aussi pour des plus gros projets. Ouais. Okay. Et c'est quoi ton rôle concrètement dans l'agence aujourd'hui? Moi, mon rôle, c'est de gérer tout ce qui est afférent à la créa. C'est-à-dire développer des stratégies de communication, avoir des concepts d'activation, d'opérations, social media, influence. C'est tout ce qui a à faire à la créa, quoi, les idées, les concepts. C'est moi qui fais ça et dans la gestion aussi des créateurs de contenu. Le relationnel là-dessus, même si maintenant un peu moins puisqu'on s'est staffé. Pendant que mon associé, lui, est plutôt très marketing, très offre, donc on a des profils assez complémentaires. Moi, je suis un peu un troubadour qui débarque pour donner des idées et faire un TED Talk, et mon associé, il est parfaitement capable de structurer les conneries que j'ai dit pour en faire un super PowerPoint pour aller présenter ça aux clients, parce que moi, tout seul, je peux rien faire tout seul. Comment est-ce que tu arrives à jongler entre ton activité professionnelle et ta création de contenu sur les réseaux sociaux?
Alors la réponse officielle, c'est que j'arrive pas. En vrai, si, ça va, parce que mon activité de création de contenu, je compte pas Twitter dedans, parce que Twitter, c'est une addiction, hein, simplement. Ça me prend pas énormément de temps, en réalité. La frustration, elle est de ne pas avoir plus de temps, d'être, pour dire les choses un peu crûment, le cul entre deux chaises. D'un côté, j'ai une boîte et ça marche bien, de l'autre, il y a Twitch et ça marche pas trop mal aussi. Donc c'est des problèmes de riches, hein, dans l'absolu. Je suis pas streamer à plein temps, déjà parce qu'il n'y a pas assez de matière. L'OL, ça suffit pas à faire une vidéo par jour ou quoi que ce soit. Ça se marie pas trop mal, dans le sens où mon associé et moi, on n'est pas à 50-50 dans la rémunération de ce qu'on tire sur l'agence, parce que lui, il est directeur général, en gros. Et moi, je suis cofondateur et j'interviens sur les sujets sur lesquels je suis pertinent. Donc je suis pas à 100% sur ma boîte et à 50% sur le stream et je suis pas à 150%, quoi. Aujourd'hui, j'ai une répartition des revenus qui est, on va dire, 70% sur ma boîte, 30% sur le stream. Et en vrai, mon implication, elle est plutôt à l'inverse. Donc ça s'équipe pas trop. Mais de l'autre côté, ce que je fais sur les réseaux aide aussi sur la boîte, parce qu'il y a de la visibilité, donc il y a une certaine forme de crédibilité quand on doit parler avec des créateurs de contenu. Et aussi auprès des entreprises pour dire, bah voilà, on n'est pas une agence qui existe depuis 2 ans et qui n'a pas de référence. Alors on a des références maintenant, mais le fait d'avoir une accroche de quelqu'un qui est un peu visible sur Internet, ça rassure un peu les marques. Et puis ça a amené des clients aussi, de gens qui suivaient sur les réseaux et qui ne savaient pas trop à qui s'adresser, parce qu'en fait, il y a plein d'entreprises qui ne savent pas quelle agence contacter. Donc là, par exemple, on a signé un client qui sont des fans de foot, mais dans un secteur qui n'a rien à voir, c'est un syndicat. Donc ça se marie pas trop mal, en réalité. On sait que les débuts pour créer une agence ou une boîte de prod ou n'importe quel type d'entreprise en soi, c'est toujours compliqué au départ. Enfin, il faut toujours évidemment lancer l'idée. Et après, pour passer le next step, pour se dire on va réussir à faire avec nos propres moyens, etc., c'est pas toujours évident et facile. À quel moment tu t'es dit je vais pouvoir lancer mon agence tout simplement? Alors, il y a un truc qui est trop bien en France, encore, pour le temps que ça va durer, qui s'appelle une rupture conventionnelle. Ça permet d'avoir, alors à l'époque, moi c'était 2 ans de chômage, maintenant je crois que c'est 18 mois, puis ça va passer à 15, puis un jour ça n'existera plus. Ce qui m'a permis, au moment où j'ai quitté mon ancien employeur, d'avoir un peu de temps de réflexion, de me dire qu'est-ce que je vais faire. À l'époque, au moment où je quitte mon ancien employeur, j'ai le stream qui me rapporte quasiment rien à l'époque. Et je suis intervenant dans des écoles pour stratégie de communication et compagnie. Et ça me fait pas trop mal vivre, voilà, ça complémente à peu près, j'étais en auto-entreprise, le chômage, ça s'équilibre, voilà. Mais j'avais du temps pour réfléchir à ce que je pouvais faire plus tard. Et l'avantage quand on monte une agence et qu'on n'a pas de locaux, puisqu'on n'a toujours pas de locaux, on est en 100% télétravail, ça changera peut-être un jour, c'est qu'il n'y a pas une prise de risque monumentale. Ça marche, c'est cool, ça marche pas, tant pis, on n'a pas réussi, puis on va retrouver un taf ailleurs, on va rechercher un taf. Donc moi j'ai quitté mon taf en novembre, on a monté l'agence en février-mars, et puis on s'est dit dans 1 an on verra où on en est, si ça peut marcher ou s'il faut qu'on se remette à chercher un taf. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, Pôle emploi te permet de garder tes indemnités chômage quand tu montes une entreprise à partir du moment où tu peux prouver que tu bosses effectivement bien sur une entreprise. C'est ce qui s'est passé. Donc ça n'a pas été dur en réalité, parce que monter une boîte quand tu as 20 ans et aucune référence, aucun carnet d'adresse, c'est dur. Monter une boîte quand tu es 2 et que tu as 10 ans de carrière avant, c'est plus simple. Tu peux activer ton réseau que tu t'es constitué pendant tes années de travail pour essayer de démarrer le truc. C'est ce qui s'est passé. Après, on a eu un mélange d'opportunités qui se sont présentées et peut-être un peu de chance qui nous ont permis d'avoir des gros clients assez rapidement et donc de se développer. Mais encore une fois, c'est un biais du survivant. Je ne vais pas dire non, c'est facile pour tout le monde. Nous, on a eu des premiers clients assez vite. Donc ça a permis de lancer l'entreprise. Maintenant, le plus dur quand tu montes une boîte, c'est pas de la lancer, hein, c'est qu'elle dure dans le temps. Donc aujourd'hui, on est au bout de 3 ans, une phase de consolidation. Il faut qu'on continue à préparer les années à venir, quoi. C'est quoi les avantages et inconvénients dans ton travail de tous les jours? L'avantage, c'est qu'on n'a pas de bureau. Donc c'est pas que je bosse quand je veux, mais à mon sens, ça change pas grand-chose à mon quotidien, à titre personnel. Les avantages, c'est que on bosse pour soi. Donc il y a des moments où on charbonne, mais contrairement à avant, quand tu es salarié et que tu fais des semaines de 50 heures et que tu rentres chez toi, tu es rincé, tu as bossé pour quelqu'un d'autre, tu as bossé pour une boîte. Là, quand tu fais des semaines de 50 heures et que tu rentres chez toi, tu as bossé pour ta tronche. Donc tu n'es pas moins fatigué, mais tu es moins frustré peut-être de dire j'ai perdu du temps, quoi. Là, au moins, c'est du temps qui est investi pour plus tard. Donc ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est les inconvénients de quand tu es indépendant. C'est-à-dire tu copies ça pour la retraite. Donc j'ai pas de retraite, j'aurai pas de retraite, probablement pas en tout cas.
C'est l'insécurité quand même, de savoir que ça se trouve dans un an, la boîte elle n'existe plus. Pour louer un appart c'est chiant, pour emprunter c'est chiant. Alors moi je l'avais fait avant, j'ai eu de la chance, peut-être qu'un jour ça marchera plus et je retournerai dans le salariat, mais je pense que ce sera compliqué. Quel est le conseil que tu donnerais à un jeune aujourd'hui pour lancer soit son agence, sa boîte, ou juste tout simplement se lancer en auto-entreprise ou en freelance? De ne pas penser que ça va être facile, parce que je sais que c'est un truc que j'entendais souvent quand j'étais intervenant en école avec des gens qui avaient 20-21 ans, je vais me lancer et je vais trouver des clients tout de suite, parce qu'il y a pas mal de vendeurs de rêves de ce côté-là qui te disent ouais lance-toi, tu vas avoir des revenus, nanani, nanana. C'est pas facile, c'est plus facile quand tu as une carrière avant de te lancer avec un carnet d'adresses. Après, est-ce que je suis légitime pour donner des bons conseils? Je sais pas. Moi j'ai la chance d'avoir déjà de ne pas être tout seul, d'avoir un associé qui est excellent dans ce qu'il fait et qui me complète très bien, et d'avoir aussi de la visibilité sur les réseaux, ce qui est hyper précieux. Moi le conseil que je pourrais donner, mais qui n'est pas forcément pour se lancer en indépendant, et c'est le conseil que je donnais à mes étudiants avant, c'est de faire un truc à côté. Qu'importe ça marche ou ça marche pas, c'est d'avoir un truc qui te permette de sortir un peu du lot. En tant que personne qui suis passé par là, le fait d'avoir un compte Twitter, d'écrire des articles, de traduire des trucs, à l'époque, j'étais traducteur aussi à un moment donné pour le MPCC, le Mouvement pour un cyclisme crédible, un truc antidopage en gros, qui est très important, mais qui est antidopage. D'avoir un truc qui va aller au-delà du diplôme, d'avoir des projets perso, qu'importe si ça marche. Il y en a qui sont un peu obnubilés chez les jeunes de « oui, mais on s'en fout, je vais avoir 10 followers ». On s'en fout, ça montre que tu as des compétences. Donc ça, pour moi, c'est le truc le plus important, c'est qu'à titre personnel, maintenant que je suis chef d'entreprise et que je recrute des gens, quand je regarde le CV, il y a deux choses. C'est est-ce que la personne sait faire ce que je vais lui demander de faire? Bon, ça, c'est le diplôme et les stages. Mais aussi, c'est est-ce que je vais avoir envie de bosser avec la personne? Quelqu'un qui est supporter lyonnais, c'est pas pour ça que je vais lui donner le job, mais ça va me donner envie de m'y parler. Donc ça, c'est important. Et il y avait des étudiants, ils vont dire, bon, je vais pas mettre que je suis plate sur LoL. Je dis si, mais que tu es plate sur LoL. Je dis, bon, mon associé, il joue à LoL, ça va l'interpeller. Encore une fois, c'est pas ça qui va te donner le taf, mais c'est peut-être ça qui va te donner envie de bosser avec les gens. Et ça marche aussi en freelance. C'est avoir un panel de compétences qui est large et qui te permet de justifier du fait que, je sais pas, j'ai une chaîne YouTube sur l'OL, j'ai 50 abonnés sur YouTube, mais j'ai une vitrine, je sais faire des trucs. Et ça, c'est important pour moi, de pousser les jeunes aujourd'hui qui ont des outils à disposition que moi, j'ai 32 ans, ont commencé à avoir, mais aujourd'hui, créer des choses sur Internet, d'avoir les logiciels, les tutos, pas forcément la visibilité, mais c'est 10 fois plus simple qu'avant. Une caméra, ça coûte beaucoup moins cher. Un micro pour faire du stream ou des vidéos, ça coûte beaucoup moins cher qu'avant. Et apprendre à utiliser des logiciels de montage, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Donc ça, il y a les moyens à disposition pour avoir des trucs à côté, quoi. Et du coup, avec le travail que tu fais actuellement, est-ce que un jour, qui sait, est-ce que tu te vois travailler pour un club de foot ou pas du tout? Non. Pourquoi? Non, parce que déjà de base, parce que bosser pour un club de foot, c'est chiant. Moi, j'avais un job de rêve. Je l'ai eu, mon job de rêve. Quand j'étais étudiant, je voulais m'occuper de la com du Tour de France. Je l'ai eu, mon job de rêve. C'était horrible. Je me suis fait virer au bout de 4 mois. Et j'ai fini en burn-out et tout ce qui va avec. Donc déjà, il ne faut pas fantasmer un job. Un job, c'est un job. Hein. C'est un travail. Votre rêve, c'est pas d'avoir un job. C'est d'autres choses. Je sais pas, fonder une famille, être fort aux échecs, je dis n'importe quoi. Bosser pour un club de foot, moi, ça m'intéresse pas spécialement. Déjà parce que j'en ai un qui est trop important dans ma vie, c'est l'OL, et que bosser pour un autre club de foot, ça me frustrerait. Et bosser pour l'OL, je pense que ça me frustrerait encore plus. Déjà parce que ça impliquerait de devoir arrêter mes activités à côté, ça c'est une certitude, ça ne peut pas cohabiter. Mais en plus parce que la réalité dans les clubs de foot, elle est souvent très décevante. Et beaucoup de gens qui ont bossé dans les clubs de foot te diront pas forcément du bien, en tout cas des gros clubs. Moi, les gens que je connais qui ont bossé au PSG, à Lyon, à Bordeaux, ils en ressentent pas avec une expérience de fou, quoi. Donc non, et puis même bosser avec un club de foot, compliqué. Voilà. Même bosser avec l'OL, ça implique une neutralité, ou en tout cas de me mesurer. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Alors, ça ne veut pas dire que je bosserai jamais avec l'OL, mais aujourd'hui, c'est pas prévu et ça me permet d'avoir une certaine indépendance par rapport à ça. Très bien. Juste avant de passer à la partie 3, du coup, on a 3 magnifiques maillots qui sont juste là, ils ne sont pas dans le décor par hasard. Du coup, la question que j'aimerais te poser, que je poserai à toutes les personnes qui seront là dans la saison 2, c'est de savoir, justement, ces maillots-là, ils te font penser à qui? Tu vas garder les mêmes ou ce sera Non, toujours... ça sera à chaque fois des différents. Ah, c'est bien ça. Parce que j'ai quand même pas mal de maillots de l'OL, une quinzaine à peu près. Ouais. Donc on va pouvoir faire tourner et du coup, j'aimerais bien savoir, les maillots, ils te font penser à qui?
Si on part, du coup, Le jaune fluo là. le jaune fluo, yes. Je pense qu'il n'y a qu'une seule réponse possible, qui est que quand on voit ce maillot, on voit Juninho qui enroule contre le Barça. Je pense pas qu'il y ait d'autres réponses pour ce maillot-là. C'est le seul souvenir, je pense, que j'ai en tête avec ce maillot-là, qui est quand même très très moche. Je veux dire, il est affreux. Enfin, il brille dans la nuit, hein. Tu le mets en faisant du vélo la nuit, au moins tu es sûr de ne pas te faire renverser. Mais c'est Juninho, c'est sûr. Le doré? Pour moi, c'est Fred. Je sais qu'on en avait discuté avec ton équipe et on m'a dit Benzema. Je sais pas, moi je vois Fred. Alors après, je suis pas bon sur moi, les je vois dates. Benzema aussi, pareil. Premier Juninho, comme toi, coup Ou franc, Nilmar, voilà. Mais cette époque-là. Après, je suis mauvais avec les dates des maillots, donc ça se trouve, je me trompe. Mais pour moi, ouais, c'est Fred, Benzema, un attaquant, quoi. Ok, et le dernier? Ça, c'est un maillot d'entraînement, donc ça, comme ça, instinctivement, je dirais Gaïda Fofana, pour une raison que je n'explique pas. Mais il est moins associé à un joueur, forcément. Okay. Moi, je vois Jimmy Briand, mais... Voilà. Ouais, parce qu'il avait un maillot bleu aussi, mais c'est le maillot Hyundai, c'est pas... Ouais. Voilà. Et comme on l'a dit, de toute façon, les maillots changeront en fonction des invités, et puis on verra ce que chacun pense, tout simplement. Donc voilà. Du coup, on va passer à la partie 3, à la partie sur l'Olympique Lyonnais. Donc avant de parler, on va dire, de l'actualité chaude du club, j'aimerais savoir un petit peu ton meilleur souvenir, déjà avec l'OL, et le pire souvenir aussi. Je vais commencer par le pire, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est le PSV Eindhoven. Parce que j'étais gamin, et quand tu grandis avec l'Olympique Lyonnais champion, tu es à peu près persuadé que ton équipe elle est invincible. Bon, tu te fais éliminer par Porto, ils sont champions derrière, donc t'as pas de frustration, quoi. Enfin, bon, c'était trop fort. Mais le PSV Eindhoven, je me souviens que c'est la première défaite qui m'a fait vraiment hyper mal. Parce que j'étais trop jeune pour vivre les déconvenues des années 90, en gros. Mais le PSV Eindhoven, moi je suis persuadé cette année-là qu'on va gagner la Ligue des Champions. Et je pense toujours aujourd'hui, et j'ai tort probablement, parce que j'étais un gamin, qu'on avait la meilleure équipe d'Europe quand on perd contre le PSV Eindhoven. Et c'est un sujet qui est souvent important parce que les gens retiennent Nilmar, mais ils ne retiennent pas la manière dont le PSV a joué cette année-là. Ils ont joué, mais comme des voyous. Ils faisaient des fautes à 40-45 mètres. Ils ont joué avec intelligence. Je veux dire, c'est ça le foot, c'est l'Atlético Madrid à l'époque. Hein. Ils faisaient des fautes à 45 mètres. Ils n'avaient fait aucune faute à 30 mètres parce qu'il y avait Juninho. Et ils ont vraiment joué comme des voyous. Et c'est l'époque où cette équipe de l'OL qui était jeune, qui était pleine de fougue, qui était virevoltante et compagnie, se retrouve face à une équipe de darons méchants, quoi. Et donc il y avait vraiment cette image du PSV, c'est les méchants. Et cette défaite-là, moi je m'en souviens de toute ma vie, je me souviens très bien, j'habitais à Argenteuil à l'époque, j'étais dans mon lit tout seul, parce que j'avais pas le droit théoriquement de regarder jusqu'à aussi tard, et j'avais pleuré dans mon lit avec les tirs au but à la fin. Mais j'ai cette image du PSV et j'oublierai jamais Marc Van Bommel, même si c'est peut-être un très chouette gars, pour moi c'est l'antagoniste ultime, quoi. Et du coup, ton meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, je sais pas, si, je sais en fait. C'est le dernier derby à Gerland, pour des raisons très personnelles qui étaient que... Bon, il y a des jours comme ça où les astres sont alignés. T'étais au stade à ce moment-là? Ouais, j'étais au stade, j'étais en loge, j'étais invité par le club pour le coup, par Hyundai je crois. Et j'étais avec ma copine de l'époque, dont c'était le premier match. Et il y a eu 3-0, et c'était incroyable. Et j'étais trop heureux d'être là, et ça m'a beaucoup marqué parce que Lacazette, quand il avait marqué son triplé, il pointait du doigt la loge à côté. Mais du coup, voilà, il y avait la célébration qui était juste devant nous. Et ça fait partie des matchs où vraiment il y a tout qui est allé, quoi. C'était trop bien. J'en garde un souvenir très doux. C'est pas le match le plus dingue que j'ai vu, même si c'est quand même un triplé dans un derby. Mais c'est un souvenir qui est très beau, quoi. Il y en a d'autres. Hein. Il y a le 6-1 contre Monaco, où je pense que j'ai jamais vu une ambiance pareille au stade. Et les gens qui y étaient te le diront aussi que c'était une des ambiances les plus dingues qu'ils ont vues au stade. Tout le monde avait l'air ivre, en fait. Il y avait 57 000 personnes qui étaient ivres. Les latérales faisaient des Y. Et c'est les deux matchs qui me viennent en tête comme ça. Si on y passait une demi-heure, je pourrais t'en citer 10 autres. Mais je pense que c'est ces deux-là que je retiens en premier lieu. Ouais. Comment est-ce que ta passion, on va dire, avec l'OL, elle a évolué au fil des ans? Est-ce que pour toi, parce que aujourd'hui, on va pas se le cacher, être fan de l'Olympique Lyonnais, c'est quasiment un métier à part entière aussi. Ouais, c'est une douleur. Oui, c'est une douleur, crise cardiaque, ce que tu veux, surtout la dernière saison. Mais comment est-ce que toi, moi par exemple, j'ai jamais connu, on va dire, les titres de l'OL. Du coup, moi j'ai une vision complètement, on va dire, différente de l'OL que je pense que quelqu'un qui a vécu à Lyon, ou en France en tout cas là. Mais du coup, comment est-ce que tu vois toi l'évolution que tu as eue, on va dire, en tant que fan de l'OL, on va dire des belles années, jusqu'à aujourd'hui où, c'est quoi ton analyse en tout cas avec ton sentiment avec l'OL tout simplement? Ça a toujours été un truc qui est un marqueur temporel de ma vie.
C'est un truc dont les gens se moquent un peu avec tendresse parfois, parce que les moments de ma vie sont identifiés à des périodes de l'OL. C'est-à-dire, par exemple, Noël 2014, ou 2015, je sais plus, du coup, c'est ma question. Noël 2015, bah pour moi, c'est la nomination de Genesio, tu vois. Je m'en souviens, parce que j'étais à Noël, chez ma grand-mère, et que je me suis retrouvé d'ailleurs sur le compte Twitter du club, ils annoncent la nomination de Genesio, et j'avais pris une photo de moi, genre consterné, avec le papier peint de ma grand-mère derrière. Donc, c'est un rapport qui est à la fois, viscéral, dans le sens où c'est une constante dans ma vie. Il y a le match de l'OL qui rythme la semaine. Il est le vendredi, c'est le vendredi le jour le plus important de la semaine. Il est dimanche, c'est dimanche le jour le plus important. Et au fil des années, ça me tient moins à cœur. Je suis moins touché dans ma propre chair par ça. C'est-à-dire le lundi matin, on a perdu, ça ne va pas me sacrifier la journée, je vais avoir les boules. Je pense qu'il a évolué dans le sens où ça me tient toujours à cœur, mais j'arrive à en rire maintenant. Alors que quand j'avais 20 ans, ça me brisait le cœur quoi, quand on perdait. Par contre, les émotions, elles sont toujours aussi fortes. C'est-à-dire que ça me fait pleurer, quoi. L'an dernier, les remontadas de débiles, ça me fait pleurer, quoi. Je suis un grand daron de 32 ans. Quand on va en finale de Coupe de France et qu'il y a le match contre Valenciennes et qu'à un moment donné, dans ma tête, on mène 2-0 et on va y aller, je pleure, quoi. Je suis un gros bébé. Donc ça, c'est un truc qui est inexplicable pour les gens qui n'aiment pas le foot, qui est que les émotions, elles restent les mêmes que t'es 15 ou 30 ans. Maintenant, le rapport au club, l'importance qu'on lui donne, la sacralisation du blason, de l'entité, plus tu vieillis, plus les choses importantes de ta vie deviennent autre chose. Parce que quand tu as 15 ans, tu n'as que ça en fait. Tu as tes copains à l'école et le foot. Maintenant, j'ai 30 ans, j'ai d'autres choses qui sont importantes dans ma vie. L'OL est toujours très important, mais du coup, ça me brise moins que ça me brisait avant. Et j'arrive plus à m'en détacher, à en rire qu'avant. Disons que c'est quelque chose qui m'a beaucoup raccroché à la ville, que j'ai toujours voulu revenir ici, et que pour des circonstances de vie, j'ai pas pu le faire avant assez tard. Je suis revenu en 2017, je suis reparti parce qu'il n'y avait pas de taf à Lyon. Et maintenant que je suis ici, c'est toujours une constante, mais c'est moins important par rapport à mon rapport à la ville. Et du coup, parce que évidemment, l'OL a quand même bien évidemment évolué et a changé à travers le temps. On a eu les belles années et là maintenant un peu moins du coup. On passe toujours par des émotions bien évidemment parce que c'est le football. Est-ce que toi dans l'effectif actuel, tu trouves qu'il y a un joueur qui incarne, on va dire, le plus l'esprit OL, qui pouvait peut-être avoir un peu plus avant, mais qui du coup a toujours cette niaque, on va dire, de porter le blason tout simplement? Paul Accoucou. Lacazette évidemment. Parce que Lacazette, il a les qualités et les défauts de l'Olympique Lyonnais. Il a la hargne, il a le blason dans le cœur parce qu'il ne serait pas revenu sinon, il serait parti en Arabie Saoudite. Donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas être un amoureux du club. Et il a les défauts aussi qui sont, à mon sens, ceux des Lyonnais. C'est-à-dire ce côté peut-être un peu prétentieux parfois, un peu râleur, un peu trop fier de lui. Et qui font partie du charme du bonhomme. C'est-à-dire que c'est parce qu'il a cette détermination et cet orgueil qu'il est arrivé aussi haut avec l'OL et qu'il est revenu et qu'en revenant, dans une deuxième partie de carrière, est arrivé à tirer encore l'OL de sa médiocrité pour l'emmener dans un niveau qui n'est pas celui auquel il devrait être à mon sens, mais quand même, c'est-à-dire qu'on est en Coupe d'Europe, c'est un miracle, et c'est en grande partie grâce à Alexandre Lacazette, donc forcément. Cet ADN lyonnais, je pense que c'est une question qui vient après, il se perd, mais c'est peut-être pas plus mal, parce qu'on voit qu'il lui fait du mal aussi, que ce côté club des Lyonnais, enfant du club à qui on pardonne peut-être un peu trop tout, faut passer à autre chose. Et je pense qu'Alexandre Lacazette est le trait d'union entre cet OL-là qui nous a fait vibrer, que ce soit l'OL des titres, même si c'était pas un OL formateur, l'OL des titres, les gens ils oublient ça, et l'OL de reconstruction où pour le coup il y a eu des matchs avec 9 joueurs formés au club sur 11, on est dans une nouvelle phase qui est que il va falloir s'en détacher puisque aujourd'hui on est dans un foot où la formation, les joueurs ils font 6 mois et ils se cassent. Donc je pense que c'est le dernier des héros lyonnais, pour le meilleur et pour le pire, et qu'on chérira jusqu'à ce qu'ils partent, quoi. Et justement, l'ADN du club aujourd'hui pour toi, c'est quoi? Je pense que le concept d'ADN du club, il est erroné. Parce qu'il est basé sur deux choses. La première, c'est le beau jeu qui sont les années du titre. Et aujourd'hui, le beau jeu, tout le monde s'en réclame. Ça ne veut plus rien dire.
de dire ouais mais l'ADN de l'OL c'est de jouer au football. Oui bah tous les clubs à ce moment-là, à part peut-être Bastia, Ajaccio et Nancy, j'en sais rien, les pauvres. Mais tout le monde se revendique de vouloir jouer au foot. Donc ça n'a pas de valeur pour moi ça. Évidemment que l'OL des titres jouait bien au foot, encore heureux. Et le deuxième ADN lyonnais, c'est la formation, les joueurs formés au club, les joueurs bien de chez nous. Et ça j'y ai beaucoup cru, parce que c'est vrai qu'à une époque c'était hyper important. Et qu'il y avait une fierté folle à avoir des Tolisso, des Umtiti, des Lacazette, des Fekir, etc., etc. Le problème avec ces deux ADN, c'est qu'aujourd'hui, jouer au foot, ça ne veut plus rien dire, et que surtout, se baser sur la formation aujourd'hui, c'est prendre le risque de chérir des joueurs qui vont te mettre un couteau dans le dos. C'est ce qui s'est passé avec Castello Luqueba, avec Bradley Barcola. La réalité du foot d'aujourd'hui, c'est que l'Olympique Lyonnais n'est plus assez fort pour promettre à ses joueurs un développement international, donc ils partent pour se développer. Ils partent plus pour un aboutissement, ils partent pour se développer. Avant, tes joueurs, ils partaient à Chelsea, au Real Madrid, à Arsenal. Aujourd'hui, bah, ils partent à Leipzig pour aller ensuite partir plus haut. L'OL est plus un club tremplin, c'est un club tremplin de club tremplin. Donc tu ne peux plus te baser sur la formation pour consolider ton équipe. C'est bien la formation. Tu vas sortir des joueurs qui vont te remplir les caisses. Mais c'est des joueurs déjà qui sont plus aussi performants qu'avant. C'est comme ça, c'est la vie, il y a des cycles. Et parce que l'OL est moins capable de les développer, parce qu'il y a moins de Coupe d'Europe et compagnie, et parce qu'ils mettent des couteaux dans le dos aussi. Donc on ne peut plus se baser sur cette formation-là, sur cet ADN-là. Il existera toujours, parce que l'OL aura toujours un grand centre de formation, alors même s'il y a des trous générationnels. Aujourd'hui, c'est quoi l'ADN du club? J'en sais rien. Et il se perd, ça c'est une certitude. Parce que l'ADN du club, c'est quand même d'être le club de la ville de Lyon. Pour moi, c'est ça. C'est le club des Lyonnais et de la ville de Lyon. Et je pense qu'avec tout ce qui est multipropriété, on commence à perdre ce fondement-là de l'ADN, qui est quand même que c'est le club de la ville. Et quand on nous parle de Galaxy Eagle et des joueurs de Botafogo, moi je m'en fous, comme tous les supporters lyonnais. Et je pense que le fondement de tout ça, c'est que ça reste le club de la ville. Et c'est donc cette fierté-là de porter le maillot qui doit rester. Et cette fierté de porter le maillot de l'OL, de son histoire, elle n'est pas l'apanage des joueurs formés au club. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont joué à l'Olympique Lyonnais, qui ont été de passage, qui ont beaucoup plus fait honneur à l'Olympique Lyonnais que des joueurs qui ont été formés au club. Bruno Guimaraes, il n'est pas resté longtemps, mais c'est un mec qui a marqué le club par sa personnalité. Et je pense que Bruno Guimaraes correspond beaucoup plus à l'ADN OL que, je sais pas, Castello Luqueba ou Bradley Barcola qui étaient formés au club et qui sont partis. Donc je pense qu'il faut se raccrocher à des joueurs qui sont contents d'être là et dont le projet de vie, c'est pas de se barrer à la première offre, c'est juste de construire quelque chose avec l'OL. Il y en a eu, et c'est pas forcément des joueurs formés au club. Si tu pouvais changer quelque chose dans la gestion du club aujourd'hui, ce serait quoi concrètement? J'ai pas la prétention de savoir comment gérer un club de foot. Je pense que beaucoup de choses qui devaient être changées ont été changées. Et ça, c'est quand même à noter parce qu'on a beaucoup de critiques de John Textor, de la gestion de l'OL. Je suis le premier à être critique sur John Textor sur plein d'aspects, sur l'aspect financier, sur la multipropriété et compagnie. Cela étant dit, l'OL d'aujourd'hui par rapport à l'OL d'il y a 3 ans est structuré et géré, en tout cas l'organigramme il est cohérent. Donc je ne sais pas s'il est géré correctement. Ce que je changerais moi, c'est peut-être le fait que tout le monde à l'OL se mêle du sportif. John Textor, il arrive et puis il pose des joueurs dans ses valises. Alors parfois ça marche, merci pour Jacob Ryan, parfois ça marche pas. Donc si je pouvais changer quelque chose, ce serait, je pense, la multipropriété, qui, on nous la vend comme étant un truc super, et ça se trouve ce sera un truc super, mais je pense que ça fait partie des choses qui sont négatives pour le foot, négatives pour l'ADN de l'Olympique Lyonnais et ce qu'il doit être. C'est un club qui vit pour lui et qui vit pas pour Botafogo, et à l'inverse, les mecs de Botafogo n'ont pas grand chose à faire de l'OL. Donc s'il y avait un truc que je devais changer, c'est pas forcément dans la gestion, mais c'est dans la structure de l'OL, c'est que cette multipropriété, moi, elle m'ennuie profondément, quoi. Très bien. On va rebondir maintenant sur l'actualité de l'OL. Donc au moment présent où on se parle, le cas Lopez, il fait pas mal de bruit sur les réseaux. C'est quoi ton analyse justement de tout ce qui a pu se dire dans l'article L'Équipe justement qu'on a pu voir il y a quelques jours? C'est quoi ton analyse là-dessus? J'ai fait une vidéo pour justement parler de cette interview. Moi j'ai 2 choses. La première chose, c'est que c'est vraiment nul, quoi. C'est vraiment dommage, triste de ce gâchis, quoi. On est sur un gardien de but qui a rendu des grands services à l'OL, qui a été un soldat du club pendant 10 ans, qui a eu des très bonnes saisons et des moins bonnes, comme ça arrive partout, et à qui on ne pourra jamais retirer le fait que c'est un des joueurs les plus capés de l'histoire de l'OL. Je crois qu'il a 460 matchs avec l'OL, ce qui est énorme. Et que ça se finisse comme ça, c'est vraiment dommage.
Ça aurait pu se terminer sur le match d'adieu l'an dernier à la 34e journée. Tout le monde pleure et tout le monde reconnaît les services rendus et ce qu'il a apporté au club. Parce qu'il ne faut pas non plus basculer dans l'absence de nuance totale de gens qui disent qu'il était nul, complet pendant 10 ans. Il faut arrêter un petit peu, quoi. Et ça se termine de façon un peu ridicule, avec des batailles médiatiques de gens qui parlent aux médias, de guéguerres, de fausses informations aussi d'un côté ou de l'autre, puisque Lopez dit qu'il n'a pas été prévenu et le club dit l'inverse. C'est dommage que ça se termine comme ça. Sur l'avis de qui est le fautif, je ne peux pas me prononcer. Peut-être que le club lui a mis ça dans les pattes et c'est pas juste, et peut-être que lui fait un peu le naïf. La situation, elle est qu'il y a un gardien qui est arrivé en janvier et dont c'était annoncé qu'il devait arriver dès novembre, on savait qu'il allait arriver. C'est logique qu'il prenne la place de numéro 1, puisque Anthony Lopez est en fin de contrat, et donc la logique, c'est que c'est une succession. Et donc quand Lopez dit qu'il a été pris à revers là-dessus et qu'il n'était pas au courant, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Est-ce que c'est triste de terminer comme ça? Oui. Est-ce que c'est un peu injuste qu'il se retrouve complètement placardisé? Peut-être. Maintenant, c'est aussi un choix qu'il a fait, Lopez, de rester et de toucher son salaire, de ne pas prendre les opportunités qui sont présentées à lui. Et moi, j'ai un petit peu de mal avec ce plan médiatique, parce que c'est ce que c'est, d'intervenir dans les médias. Son attitude avec Perry, à titre personnel, me scandalise, parce que quand bien même il est frustré, quand bien même il trouve ça injuste, il y a quelqu'un qui est là pour prendre la suite, et c'est un soldat du club. Ce serait un mec qui a aucun lien avec l'OL, aucun lien avec le club, et qui s'en revendique pas. À la limite, je comprendrais qu'ils mettent des bâtons dans les roues, même si c'est pas cool. Là, venant d'un mec qui a été un soldat du club et qui porte quand même sur ses épaules l'étiquette de grand nom, grand joueur ou légende, ça c'est à l'appréciation de chacun, mais de grand nom quand même, le mec qui a porté le maillot de l'OL pendant 10 ans. Le fait qu'il accueille Lucas Perry avec une réponse dans l'équipe qui est « on a une relation professionnelle, c'est tout, et s'il a trop de pression, moi je veux bien le remplacer », c'est pas bien, c'est pas cool. C'est pas bien, Lucas Perry, il a rien demandé. C'est un petit gars, un grand gars, qui arrive, qui doit apprendre une nouvelle langue, qui découvre une nouvelle ville, un nouvel environnement, un nouveau vestiaire dans une situation qui est compliquée, prendre la suite d'un gardien qui est soutenu par les virages, dans un contexte club qui est quand même très compliqué, de guéguerre, de lutte pour le maintien. C'est pas cool d'avoir une succession comme ça. Et mon avis là-dessus, c'est que dans aucun club du monde, la place de numéro 1 dans les cages, elle est attribuée de facto à un mec qui est là depuis longtemps. Mandanda, il est parti sur le banc à l'OM. Casillas, il est parti sur le banc au Real Madrid. Buffon, il a fini sur le banc à la Juve. Il n'y a pas de statut. Et le fait que, dans la communication de Lopez, il ne le dit pas explicitement, mais on sent bien qu'il considère que sa place de numéro 1, il faut la justifier de lui retirer. C'est la vie, tu as 33 ans, tu es moins performant, il y a un jeune qui arrive. C'est la transition, c'est la suite logique. Donc c'est un peu dommage que ça se termine comme ça, et c'est dommage pour son image aussi. Je vais te citer le nom de 3 joueurs maintenant, et tu vas me dire ce qu'ils t'inspirent aujourd'hui. Je vais te citer le nom de Malik Fofana, d'abord. Malik Fofana, pour moi, c'est l'authentique crack. On n'en a pas eu beaucoup à l'OL, on a cru en avoir. Et on a vendu Ernest Miama comme étant une énorme pépite, et ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas, mais il a du mal. Je pense que Malik Fofana, c'est la meilleure recrue de l'OL depuis extrêmement longtemps. Parce qu'il n'a pas coûté très cher en plus, même si c'est pas notre argent, on s'en fout. Il a des qualités que j'ai pas vues à l'OL depuis, je pense, et je vais être dans l'abus, Nabil Fekir pré-blessure. Il a quelque chose de différent. C'est un joueur différent, et c'est un joueur qui est, en plus, il stat. Parce que des joueurs différents, on en a eu à l'OL. Je pense que Ryan Cherki fait partie de ces joueurs différents, mais il est irrégulier, il a du mal à stater, il a des défauts. Malik Fofana, j'ai peur qu'on puisse pas en profiter très longtemps. Parce que quand il touche le ballon, on voit le génie. Et c'est pas souvent qu'on en a des comme ça à l'OL. Et généralement, on peut pas les garder longtemps. Maxence Cacré? Maxence Cacré, moi je l'ai aimé, mais comme j'ai aimé Oussem Aouar d'un amour inconditionnel, et peut-être trop inconditionnel, je suis déçu par l'évolution de carrière de Maxence Cacré, qui a plafonné comme Oussem Aouar a plafonné avant lui. Et je peux pas m'empêcher avec Maxence Cacré de voir, dans mes yeux, il y a le Maxence Cacré du Final 8. Et on me dira, oui, mais c'était que 4 mois, oui, c'était que le Final 8. Je peux pas m'empêcher, comme je pouvais pas m'empêcher avec Oussem Aouar, de voir dans ces joueurs-là leur moment de grâce. Et donc je peux pas m'empêcher de penser qu'à un moment donné, Maxence Cacré, il va revenir à ce niveau-là. On pourra pas m'empêcher de penser ça et de croire à ça. Maintenant, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas au niveau, et que c'est dommageable pour l'équipe, et que c'est dommageable pour sa carrière, et qu'il arrive à un moment où il devrait être à son prime absolu. Et je sais pas ce qui s'est passé, si c'est dans sa tête ou dans son corps, mais il y a un cul-de-sac, quoi. Il y a une impasse.
Et je suis très triste, moi. J'ai vraiment un sentiment de peine quand je le vois galérer. Plus que de colère ou quoi que ce soit. Je me dis ça, mais comment on va y arriver, quoi? Il va y arriver à un moment donné. Il faut qu'il y arrive. Et ça plafonne. Et le dernier, Wilfried Zaha. Wilfried Zaha, j'étais un peu dur avec lui parce qu'il vient d'arriver et que je pense que c'est sous le coup de l'émotion. L'attitude m'a agacé et je peux pardonner à plein de joueurs des mauvais matchs. Des matchs où tout est raté, alors ça me mettra en colère quand même. L'irrégularité, les mauvais choix et compagnie, c'est agaçant. Mais l'attitude, moi, c'est vraiment le truc qui va me mettre en colère très vite et qui va me faire sortir de mes gonds. Parce que pour moi, t'es joueur de foot, t'as la chance d'être joueur de foot, d'être très bien payé pour ce que tu fais, d'être payé pour jouer au foot. Ça n'excuse pas quoi que ce soit, hein, mais la seule chose qu'on peut pas te pardonner, c'est de ne pas donner le meilleur de toi-même, ou en tout cas le minimum. Et le match de Zaha contre, la dernière fois, je sais même plus, j'ai oublié le match, c'était contre Toulouse. Contre Toulouse, excuse-moi. Ouais. Le match de Zaha contre Toulouse, il est indigne. Et Zaha, il n'y a aucune raison qu'on lui pardonne. Pour l'instant, il n'a rien fait à l'OL, il n'a pas été formé à l'OL. C'est un joueur qui a des références, qui est pro, qui a des années de première ligue, qui est international, enfin qui était international, et qui est plus international aussi pour des raisons du même type, hein, comportementales, dont on sait que c'est un fort caractère, mais un joueur qui vient d'arriver, qu'on ne connaît pas à l'OL, qui a un sacré bagage avec lui, il se doit d'être à la hauteur de son statut. Et quand je vois l'attitude de Zaha sur le terrain contre Toulouse et sa sortie, je suis hors de moi. Parce qu'il n'y a pas de raison de faire du boudin quand tu viens d'arriver et de se prendre pour quelqu'un qui a un statut alors qu'il n'en a pas. Donc peut-être que l'avenir va me donner tort, peut-être que Wilfried Zaha finalement va être un des fers de lance de cette équipe, parce que je pense vraiment que Zaha c'est un joueur qui a des qualités. Que Zaha, la tête à l'endroit et qui a envie de se donner, c'est un très bon joueur. Il a montré contre l'Olympiakos, il est rentré avec un bon état d'esprit et il donne une passe D qui est très belle. Mais pour l'instant, il m'énerve. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs à l'OL qui m'ont énervé pour ces raisons-là, il y en a. Il y a eu à une époque Ryan Cherki, quand il arrivait sur le terrain, il faisait des gris-gris à 0-2, ça me donnait envie de me fracasser ma tête contre le mur. Mais je l'adore, Ryan Cherki, mais il y avait des trucs qui m'énervaient, il le fait de moins en moins. Il y a eu Karl Toko Ekambi, il y a eu Léo Dubois quand il fait chute alors qu'on est 7ème de Ligue 1. Ça fait partie des trucs où moi, j'ai pas de rationalité par rapport à ça. Ça me rend fou. Très bien. Et puis la dernière question que je te poserai sur l'OL, ça sera de savoir un petit peu ta projection sur la saison. Il y a le mercato hivernal, évidemment. Enfin, là maintenant, on est en octobre, du coup, qui va arriver quand même assez rapidement, où tous les Lyonnais, évidemment, attendent Almada, à mon avis, de pied ferme. Toi, quelle est ta projection sur le reste de la saison, on va dire? Est-ce que du coup on doit prioriser, enfin évidemment on est en Europa League, il y aura la Coupe de France bien évidemment. Comment est-ce que tu vois la saison, tout simplement cette année, avec le début qu'on a eu des 6 matchs plus le premier match face à l'Olympiakos? Est-ce que tu es serein, inquiet? Ton avis là-dessus? Je sais pas. Je sais pas pronostiquer l'OL. Parce que d'un côté, il y a la raison, de l'autre, il y a le cœur. Et la raison, c'est toujours pessimiste, c'est toujours catastrophiste. C'est toujours, je vois pas comment on va y arriver. Et de l'autre côté, il y a le cœur qui dit non, mais on va gagner. Donc je suis incapable de me projeter. Et en plus, l'OL a prouvé par le passé que c'est pas possible de prévoir l'OL. L'an dernier, quand on est à la 14e journée et qu'on a 7 points, bon, on y va en Ligue 2. Moi, je me vois à Concarneau. Je me vois à Dunkerque. Je crois qu'ils sont nationaux maintenant. Mais, je suis incapable de voir ça, parce que de base, c'est un club qui est tournant. Il peut se passer tout et l'inverse, quel que soit le contexte. C'est un club où tout va bien, puis il peut y avoir une catastrophe et tout va mal, puis tout va... C'est impossible, l'OL. C'est à la fois hyper chiant et hyper marrant. Hein. Même dans un match, c'est toujours comme ça. Donc je suis incapable de me projeter. Je suis à la fois hyper inquiet, parce qu'il y a plein de choses à l'OL qui vont pas. Le vestiaire, il y a trop de joueurs, il est mal foutu, il n'y a pas de défenseurs. L'écosystème OL, il est compliqué, financièrement c'est le bordel, personne n'y comprend rien, à part Olympique Lorenzo sur Twitter et ses PDF qui font 3 giga 3. C'est difficile de suivre l'OL, en fait, je pense. Ouais. Parce qu'il y a trop de choses auxquelles il faut s'intéresser. Il y a des clubs, tu as de la chance, tu vas regarder ton match, le coach il est pas bon, les joueurs ils sont pas bons, c'est tout. Nous, à l'OL, l'équipe elle est pas bonne, puis en fait elle est bonne, puis en fait elle est pas bonne. Puis ensuite il y a John Textor qui a racheté Botafogo, qui veut racheter Everton, puis qui va mettre Eagle sur le marché américain. Puis en fait non, parce que Everton il l'a pas, mais il va vendre Palace. Mais quand il va acheter Everton, c'est pas Eagle Football, c'est lui tout seul. Mais du coup comment on fait ça? Et puis les autorités des marchés financiers, et puis la DNCG. Puis attends, le bilan comptable c'est compliqué, puis il y a des dettes. Ouais. C'est épuisant de supporter l'OL, faut être comptable.
faut être comptable, faut avoir un master en management, faut comprendre un peu le football et encore faut pas le comprendre parce qu'évidemment c'est incompréhensible. Ouais. C'est impossible de se projeter parce que quand bien même on s'intéresse qu'au terrain, ça se trouve la DNCG on la passe pas, on peut plus recruter, il faut vendre. Ça se trouve John Textor il peut pas rembourser les prêts, puis finalement c'est Ares Management qui va récupérer le club, qui va le revendre. Puis pendant ce temps-là il y a Jean-Michel Aulas qui a racheté l'Arena et qui fait des déclarations comme quoi oui je regarde. Waouh, l'écosystème UL, il est épuisant. Tu parlais en tout début du fait que c'est un métier de suivre UL. Franchement, ouais. Moi, j'avais pas prévu, quand je faisais mes études, que mes 6 mois d'analyse financière, auxquels j'avais 4 sur 20, finiraient par me servir 10 ans plus tard pour éplucher les comptes de l'Olympique Lyonnais, quoi. Moi, je sais lire un compte de résultats aujourd'hui. Alors, parce que je suis chef d'entreprise, mais je regarde les comptes de l'Olympique Lyonnais. Il y a des supporters en France qui regardent les comptes consolidés de leur club. Est-ce que les supporters du Stade Malherbe de Caen, ils vont regarder les comptes du club? Et même les Parisiens ne regardent pas, ils s'en foutent parce que de toute façon ils sont super les comptes. Mais les Marseillais ne regardent pas les comptes du club, quoi. Ils s'en foutent. Nous on est obligés de faire de la compta. Tous. C'est sûr. Donc c'est épuisant de supporter l'OL, donc pour se projeter c'est impossible. Parce que tu dois te projeter sur les comptes, tu dois te projeter sur le sportif, sur l'écosystème, sur le plan de sauvegarde de l'emploi. Il y a trop d'infos quoi. Et moi parfois j'essaye de me concentrer sur le sportif, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. On est obligé de s'intéresser à tout cet écosystème là parce qu'il définit le sportif derrière. Très bien. Et c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup, Charlie. Je t'ai fait un TED Talk énervé, là. Je t'ai fait un peu Jean-Luc Mélenchon, là, tu vois. C'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. C'est la fin. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas. Très bon moment, ouais. Et écoute, c'était très sympa. Différent, mais c'était marrant. Voilà. En tout cas, j'espère que tu as apprécié. Merci à vous, en tout cas, d'avoir suivi jusqu'au bout l'interview. J'espère que vous aussi, à la maison, ou peu importe où vous regardez, vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas évidemment à partager tous les contenus qu'on publiera très prochainement, bien évidemment, sur les réseaux sociaux. Depuis qu'on est revenu sur Twitter, c'est un petit peu compliqué de revenir sur Twitter quand on a un très gros compte. Donc n'hésitez pas à partager tous les contenus qu'on a sur les réseaux sociaux, ça nous ramène de la force tout simplement. Et ça nous fait avancer sur des projets qu'on a là maintenant, bien évidemment. Et du coup, pour retrouver tout simplement la communauté qu'on avait avant, on a besoin de vous, des repartages justement, et de faire ce genre de contenu aussi tout simplement. Et bien évidemment, le contenu qu'on espère en tout cas vous donner, c'est du contenu de qualité et en tout cas on essaye de faire depuis 2017 du coup. Donc merci à vous aussi, ceux qui sont toujours aussi fidèles de nous suivre. On promet en tout cas de ne pas vous décevoir là-dessus. Merci du coup à Charlie pour sa disponibilité, bien évidemment. Je ne sais pas si tu veux dire un mot pour la fin ou pas. On a fait le tour, c'est déjà bien assez long. Très bien. Du coup, je tiens bien évidemment à remercier toute l'équipe technique qui sans tous ces gens-là, l'interview ne serait tout simplement pas possible. Un merci évidemment à Lyon Innov Campus aussi qui gentiment nous prête les studios et tout le matériel audiovisuel justement pour faire cette interview. Donc merci à Jocelyn, le directeur du campus. Je vous dis à très bientôt et puis on se revoit pour une prochaine interview. Bonne soirée.